Bonjour Maléane. Bonjour Rachid. La presse qui parle de la réforme de la presse. Et oui, on commence avec l'audiovisuel qui lui-même doit commencer par se réformer. Et c'est l'appel de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sur laquelle titre Le Matin qui lui appelle à une refondation systémique face aux défis du numérique. Et il base ce constat sur un rapport de 2024 avec quelques chiffres qui d'abord nous parlent par exemple du pluralisme. Il y a une couverture politique et le temps de parole dans notre écosystème audiovisuel où la majorité plutôt a occupé 62% du temps de parole contre 38% pour l'opposition. Concernant la représentation, eh bien, seuls 16% des intervenants dans les médias sont des femmes. Et l'article revient surtout sur une loi, la 7703, qui, elle, est chargée de l'audiovisuel. Mais problème, elle date de 2005, soit il y a plus de 20 ans. Mais à l'époque, il n'y a pas de smartphone, pas de réseaux sociaux et surtout pas d'IA. Alors, conclusion, le système pour l'instant tient, mais il n'est pas prêt pour ce qu'on appelle la révolution numérique, car derrière, on va dire une volonté de refonte, un enjeu stratégique, la souveraineté informationnelle du Royaume. Et à ce sujet, et surtout de la refonte, eh bien, tout le secteur de la presse sera bientôt impacté, car il va connaître lui-même une refonte de son cadre législatif. On a Maroc Hebdo qui, lui, fait le bilan d'un point presse du ministre Mehdi Ben Saïd, ministre de la Communication, qui, lui, a essayé de faire le bilan sur cette volonté de réformer la presse. D'abord, il parle du retrait du projet de loi qui voulait la création d'une commission spéciale pour gérer la presse. Deuxième point, les subventions qui ont été appliquées durant la crise Covid vont rester valides, mais une transition est à prévoir. Et aujourd'hui, on le sait précisé aussi par le ministre, et donc dans l'article, il y a une enveloppe pour la presse qui est de plus de 260 millions de dirhams, mais les subventions donc, vont maintenant être conditionnées à un cahier de charges très rigoureux. Mais la grande innovation que rappelle l'article, c'est ces 30 millions de dirhams qui seront dédiés aux droits d'auteur des journalistes si leur contenu est repris. Des contenus, on va dire pas de simples brèves, mais de vrais contenus avec de la valeur ajoutée. En somme, des réformes pour protéger le journaliste et surtout pour préparer le secteur aux enjeux à venir. Mais toujours concernant cette refonte, on a le 360, lui, qui précise surtout que ce texte qui a été adopté hier, il sera soumis dès lundi à l'examen en commission parlementaire pour une adoption solennelle prévue lors de la session d'avril. L'article qui précise d'ailleurs que d'ici là, les cartes de presse restent valides. Alors, le ministre a donc essayé avec cette proposition de loi de proposer un cadre donc, qui permettra bien sûr de sortir la presse de tous ces débats qui donc critiquaient la gestion de la presse actuelle et surtout de la replacer dans un cadre normatif qui essaie pour l'instant de faire consensus. Il a été aussi question des réseaux sociaux et de l'urgence d'un cadre juridique. Oui, et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe actuellement au Gabon avec cette suspension jusqu'à nouvel ordre qui continue de faire débat. Mais on a un article de Gabon Rive 2 qui lui donne la parole au gouvernement qui essaie de clarifier son intention avec une interview du ministre ici de la Communication. Lui préfère parler d'une réforme plutôt totale du secteur numérique qui sera attendue pour garantir un accès à une information de qualité, pour contrer la propagande et surtout les contenus inappropriés, mais aussi la désinformation et le cyberharcèlement. Alors évidemment, le pays fait face à des critiques virulentes qui accusent une atteinte à la liberté d'expression, mais le ministre insiste, elle n'est pas remise en question, mais c'est un pas justement vers la sécurisation de l'écosystème informationnel du pays. Une régulation qui veut aussi cadrer l'économie derrière les réseaux sociaux. Et Média 24, donc média marocain qu'on connaît bien, lui analyse une tendance qui s'intensifie surtout pendant Ramadan. Comme l'indique le titre, c'est la publicité des influenceurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un vide juridique énorme et la protection surtout des consommateurs est totalement absente. Car aujourd'hui, les seules plaintes qui sont contre les influenceurs concernent la diffamation ou l'atteinte à la pudeur et non pas des pratiques commerciales trompeuses ou des dérives. Et ce qui est encore plus critiqué dans l'article, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'intégration des enfants dans ces contenus financés par les marques, des enfants qui sont donc pas protégés juridiquement. Car aujourd'hui, on le sait, l'impact des réseaux sociaux sur les plus jeunes n'est plus un secret. Et même aujourd'hui, au Maroc, on pense à les interdire.
Alors, l'opinion nous propose un décryptage d'un cadre juridique qui est aujourd'hui à l'étude au sein du ministère de la Culture. Et donc, l'idée, c'est bien sûr de cibler 2 points importants. Le premier, protéger les enfants des contenus inappropriés, parce que c'est l'âge où on commence à forger sa vision du monde. Et surtout, protéger leur santé mentale, car aujourd'hui, toute une génération qui fait un usage excessif des réseaux sociaux développe de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, s'isole. Et cela peut conduire parfois au pire. Alors, pour l'instant, pas d'interdiction par le ministère, mais une régulation inspirée, comme le précise l'article du Digital Service Act européen. Il est d'ailleurs bien détaillé. Une régulation, on le sait donc, nécessaire, autant que la formation des acteurs de l'information, afin qu'ils puissent être un rempart contre les contenus critiqués qui prolifèrent. Et donc là, on va aller au Congo, à Pointe-Noire, où l'Agence d'information d'Afrique centrale, elle nous parle d'une formation qui a duré plus d'1 semaine à l'intention des journalistes ou encore créateurs de contenu pour qu'ils se dotent d'outils pour mieux vérifier les faits. Un exercice justement qui rappelle la responsabilité des médias, leur éthique, autant que leur responsabilité. Le Maroc a connu récemment des inondations, ce n'est pas le seul pays d'ailleurs, il y en a eu aussi ailleurs, et la déforestation y est peut-être pour quelque chose. Elle y est justement, et d'ailleurs en Indonésie, c'est la principale raison. L'Indonésie qui, fin 2025, a perdu plus de 1000 de ses citoyens à cause des fortes inondations. Et aujourd'hui, comme le titre France 24, l'aggravation, disons que la déforestation aggrave les conséquences de ce phénomène de crue qui se sont généralisées à cause des sols agricoles drainés, des villes imperméables. Je précise aussi des zones humides détruites et asséchées, des rivières rectifiées, transformées en autoroutes de l'eau. Conséquence sans appel, plusieurs dizaines aujourd'hui d'entreprises ont vu leur permis d'exploitation révoqué et le gouvernement prévoit même de confier la gestion d'environ 1 million d'hectares de terre à une entreprise publique. En somme, c'est donc une des raisons principales à contrer. Et en France, on a aussi la même problématique. Cette fois, je vous emmène à l'ouest de la France, où aussi une météo dévastatrice, disons, sévit. Et Reporter nous explique aussi que, en donnant la parole à une hydrologue, que c'est ce qui explique l'aggravation des conséquences de ce phénomène de crue. C'est encore une fois des sols agricoles drainés, des villes imperméables, bétonnées. Les mêmes problématiques reviennent. Donc l'eau ne peut plus être retenue par ces barrières naturelles et elle finit par déborder. On le sait, l'homme essaie de contrôler la nature, l'eau en particulier dans ce cas-là, mais cela provoque surtout des réponses incontrôlables de la nature, mais pas de fatalité. L'hydrologue parle aussi de l'hydrologie régénérative, soit la science de réactiver les processus d'eau naturelle. Et ces dernières semaines aussi, Madagascar pleure aujourd'hui plus de 62 victimes d'un cyclone très violent. Et selon la RTBF, plus de 382 000 personnes ont aujourd'hui un besoin d'aide humanitaire urgent. Alors pour faire face à la crise, Madagascar avait fait appel au soutien de la communauté internationale et la Belgique a répondu présent à travers son dispositif d'aide, le BIFAST, comme l'indique le titre de l'article, avec l'envoi d'environ 10 tonnes d'aide alimentaire et de matériel. Un rappel aussi que face à la crise qui touche beaucoup de parties du monde entier, la solidarité reste tout de même de mise. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Mais nous sommes plus précisément le 20 février 2026. Quel autre 20 février avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors je vais vous raconter, Rachid, d'un 20 février où la Belgique, justement, avait fait un pari immense, risqué, mais surtout un pari perdu. Et je vous emmène au 20 février 1960 à Bruxelles, au Palais des Congrès. La table ronde sur l'avenir du Congo se termine et après un mois de négociations tendues entre les délégations belges et congolaises, un accord est enfin trouvé. Les Congolais obtiennent gain de cause. L'indépendance sera proclamée le 30 juin de la même année et elle sera complète. Le départ des Belges semble total et consenti, mais il reste à peine 4 mois pour organiser des élections, former un gouvernement et bâtir un État. À Bruxelles, on parle d'un pari congolais, accorder rapidement l'indépendance et croire que la transition tiendra. Côté congolais, la satisfaction est immense. Patrice Lumumba, futur Premier ministre du Congo indépendant, affirme que la conférence a été menée par les Congolais eux-mêmes.
Mais le problème, c'est qu'au Congo, les rivalités internes sont fortes, les tensions politiques imminentes, le tout dans un équilibre institutionnel fragile. Quelques semaines donc après cette fameuse indépendance, le pays plonge dans la crise, sécession, affrontements, interventions étrangères. Le 20 février 1960 n'est donc pas simplement la fin d'une négociation, c'est le moment où un pays gagne sa liberté, mais hérite en même temps d'un défi immense, apprendre à tenir debout dans un monde qui l'observe et le convoite de toutes parts. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna.